Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast Occupe ton ergo. Le but de ce podcast est d'inviter des ergothérapeutes à échanger et partager leur expérience sur un sujet donné. Vous pouvez retrouver ce podcast sur les différentes plateformes d'écoute, comme Spotify, YouTube ou Apple Podcasts. Si vous souhaitez échanger sur le sujet qui a été abordé aujourd'hui, je vous donne directement rendez-vous sur Facebook, sur le groupe privé du podcast Occupe ton ergo. N'hésitez pas à y laisser un commentaire, nous vous répondrons avec grand plaisir. Je suis Marine Dahl, ergothérapeute depuis 2019 et je coordonne ce podcast. Le sujet du podcast de ce mois-ci concerne la pratique en libéral et plus particulièrement les attentes des parents par rapport à notre prise en charge. Pour discuter de ce sujet, j'ai donc invité 3 ergothérapeutes qui travaillent en libéral et principalement auprès d'un public pédiatrique. Durant la discussion, nous avons abordé quelles sont les attentes qui reviennent souvent de la part des parents, mais aussi est-ce que ces attentes sont identiques aux objectifs des enfants. On a aussi abordé des sujets annexes comme par exemple la formation des enseignants ou le rapport à l'argent quand on travaille en libéral. La discussion a duré environ 1 heure, mais on va aussi vous publier des extraits toutes les semaines afin que vous puissiez l'écouter par thématique. Je vous laisse avec la présentation d'Alix, Marie et Ellie. Encore merci pour votre écoute et n'hésitez pas à nous rejoindre sur le groupe Facebook. Donc moi c'est Ellie, je suis ergothérapeute depuis 2018. Donc dès le début, j'ai commencé à mi-temps et je suis toujours sur ces postes-là. Donc je travaille à mi-temps en libéral au sein d'une maison de santé pluriprofessionnelle et à mi-temps en équipe mobile de réadaptation. Donc là, plus avec un accompagnement de personnes adultes dans le maintien à domicile. Alors moi je suis ergo depuis 2018 aussi. Après une expérience en hôpital pédiatrique de rééducation et en CESA de troubles moteurs, je me suis lancée dans le libéral, d'abord à temps partiel et là depuis quelques mois à temps plein. Ok. Voilà, avec des enfants, mais également auprès d'adultes porteurs de polyhandicap. D'accord. Et c'est quelle proportion que tu as d'adultes porteurs ? Une journée par semaine. Ok, intéressant. Et tu interviens dans une structure ? Oui, Femmes et Masse, 2 structures. Ok. Je m'appelle Alix, je suis ergo depuis 2017. Depuis, je travaille en libéral, donc ça va bientôt faire 4 ans. J'ai pas changé de cabinet, j'avais d'abord commencé par un remplacement de congé maternité de ma titulaire et puis je suis restée après en tant que collaboratrice et j'y suis depuis. Merci beaucoup. Donc du coup, j'avais choisi le sujet des parents parce que les parents ce sont souvent les premières personnes qu'on rencontre de l'environnement social de l'enfant et ça a lieu souvent au bilan initial. Et est-ce que lors de cette première rencontre, les parents vous verbalisent leurs besoins et les attentes concernant l'accompagnement ? Et est-ce qu'il y en a qui reviennent souvent ? Est-ce que vous avez remarqué ça dans les bilans ? Vous avez 3 heures. Allez, c'est parti. Est-ce que les parents nous verbalisent les besoins ? Pour moi, je dirais oui, parce que j'induis indirectement les questions. Ouais. En fait, depuis à peu près 1 an, j'envoie un questionnaire aux parents assez complet pour vraiment cibler quel est leur besoin. Je le mets en début et en fin de questionnaire avec des questions différentes. Et ça va être généralement la première question que je vais poser aux parents aussi quand ils franchissent le pas du cabinet. Ça va être finalement pourquoi on se rencontre aujourd'hui et qu'est-ce que je peux faire pour vous ? Pour vraiment essayer de... Voilà. Je pense qu'ils peuvent avoir plein d'a priori différents sur la connaissance de notre boulot, sur ce qu'on peut faire. Donc l'idée, c'est voilà, on fait table rase et j'essaye de les écouter, en tout cas ce temps, pour écouter leurs premières demandes. Moi, j'ai à peu près le même fonctionnement qu'Ellie. Du coup, il y a un document qui est envoyé avant le bilan qui leur permet aussi de faire un petit peu le point sur leurs attentes, justement, de cibler un petit peu plus. Et c'est pareil, c'est un peu la première question, pourquoi vous venez nous voir aujourd'hui. Après, je dirais que ça dépend d'où on est l'enfant et la famille plus généralement dans le parcours de soins. D'accord. On trouve des fois des demandes très ciblées et d'autres fois des enfants qui ont un parcours de soins qui est tout récent finalement, où là ça patauge. On leur a dit de venir voir un ergo, mais ils ne savent pas tellement pourquoi, mais en même temps ils veulent faire bien et ils essaient de trouver les objectifs quand même. Donc là
pour ça que la petite heure d'anamnèse avant le bilan est super importante pour les orienter, pour les guider et puis pour leur permettre d'y voir un petit peu plus clair dans les objectifs et ce qui va pouvoir être possible. Ouais, d'accord. Voilà. Et tu en as beaucoup des enfants où leur accompagnement global il commence avec l'ergo, où il y avait beaucoup de questionnements et au final on leur a dit va voir un ergo et ça commence à ce moment-là. Et il y en a quand même une partie, ouais. Hein. Alors, c'est pas la majorité, mais ça se retrouve quand même pas mal où, du coup, nous, après, en tant qu'ergo, on a tout ce travail à faire de réorientation vers les différents professionnels, de réassurance aussi, parce qu'en général, c'est des familles qui arrivent qui sont vraiment perdues, quoi. Mais oui, il y en a quand même une part non négligeable dans les débuts de suivi. Ok. Et toi, Alix, du coup, ça se passe comment l'accueil? Nous, on a un peu le même fonctionnement. En plus, on est passé par différentes étapes et on y a beaucoup réfléchi avec mes collègues. Parce qu'avant, on le faisait sous forme d'entretien téléphonique quand ils prennent contact la première fois. Après, je pense que ça s'est aussi un peu modifié avec notre façon de faire. C'est-à-dire que maintenant, quand ils demandent un bilan, en fait, on a un site internet et ils remplissent une demande de formulaire de contact qui est fait spécialement pour les bilans et les suivis. Ce qui nous permet de garder une trace parce qu'on avait beaucoup trop de demandes et qu'on n'arrivait plus à gérer les listes d'attente. Et en fait, du coup, ça fait partie des questions du questionnaire, de savoir qui a orienté et pourquoi. Et s'ils attendaient, s'ils avaient des remarques, des choses précises à nous faire passer. Donc, ça nous permet déjà d'avoir une première idée. Et puis ensuite, ça fait partie une fois qu'on a calé le bilan, on envoie aussi des questionnaires en amont. Et ça fait partie des questions. Et voilà, comme toi, Ellie, on l'a mis à 2 endroits différents avec des formulations un peu différentes pour voir quelles sont leurs demandes. Et puis souvent, je le reprends au téléphone avec eux quand on cale le bilan, savoir qu'est-ce qui les a orientés et pourquoi ils viennent et puis qu'est-ce qu'ils attendent du bilan et puis d'un éventuellement suivi en ergo. Ok, donc en fait, vous différenciez bien qu'est-ce qu'on attend de la rééduque, réadapte de l'accompagnement et est-ce que vous différenciez aussi avec qu'est-ce que eux ils attendent en tant que parents, par exemple qu'on leur explique aussi un peu plus la situation de leur enfant, comment plus se débrouiller au domicile, enfin, est-ce qu'ils séparent un petit peu les deux, vous séparez? Les deux vont souvent ensemble et se font au cours du suivi, mais les deux sont différents, mais je trouve qu'ils sont un peu indissociables parce que ils viennent chercher des réponses à la fois sur le fonctionnement et sur ce qu'eux peuvent mettre en place à la maison ou dans les suivis. Et pour compléter, je pense effectivement ça va être au cours du suivi ou quand on va poser des objectifs où ça va vraiment s'affiner. On a la première demande qui est un petit peu brute et le bilan va faire qu'on va nous partir sur telle ou telle piste et leur proposer, s'ils nous le demandent pas directement, peut-être d'expliquer une chose ou Ouais, puis je trouve qu'il y a des choses qui peuvent émerger aussi dans l'anamnèse parce que moi j'en ai qui viennent me voir pour l'écriture et puis en fait quand tu leur poses la question des activités de la vie quotidienne, tu te rends compte qu'en fait ils sont pas capables d'utiliser un couteau et une fourchette et qu'ils mangent tout avec les doigts et qu'en fait à la cantine il veut plus y aller parce qu'on se moque de lui et puis finalement quand ils savent que toi tu peux intervenir là-dessus, ça devient une de leurs demandes. C'était pas leur demande initiale, mais plus dû à de la méconnaissance parce qu'on leur a juste dit il écrit mal, vous l'envoyez chez un ergo ou un truc comme ça, quoi. Ouais. Vous en avez beaucoup des demandes sur le quotidien ou c'est plutôt des choses qui viennent après justement parce qu'au final les médecins savent pas, les parents savent pas qu'on s'en occupe et au final au vu de l'anamnèse et de la prise en charge vous vous rendez compte qu'il y a un besoin? Il y en a de plus en plus, moi je trouve, des demandes du quotidien. On a de plus en plus des petits, des moyenne section, grande section, où ils viennent nous voir pour des demandes du quotidien, ou même des plus grands. Ça dépend peut-être du secteur, du coup, parce que moi, je suis sur un secteur où il y a peu d'ergo, c'est quand même peu connu, et la moyenne d'âge est très haute, avec des attentes vraiment très ciblées. Et pour rebondir sur la question de tout à l'heure, je suis souvent le dernier. Il y a eu tout un parcours de diagnostic qui a été fait, et c'est finalement, on envoie vers l'ergo pour des choses très précises. Donc, un gros travail d'explication sur ce qu'on peut faire pour aider l'enfant dans sa licote. Ok. Et toi, Marie? Moi, je dirais que la demande peut être ciblée de prime abord pour la majorité des personnes. Et puis, au moment de l'anamnèse, justement, quand les difficultés sur le quotidien se révèlent un peu
aux parents, parce que souvent ils en ont conscience, mais finalement de le verbaliser et de le noter, de le voir écrit quelque part, finalement quand on leur propose, avec bien sûr l'assentiment de l'enfant, de travailler sur des objectifs en parallèle de vie quotidienne, ils sont plutôt partie prenante. En général, ça pose pas de soucis. Ouais, parce que on en a sûrement dû en parler, mais souvent il y a des familles qui sont en grande détresse par rapport à ça, par rapport à la situation de leurs enfants. Il y a beaucoup de souffrance. Et donc, on a aussi un peu ce rôle de les accompagner dans ça. Est-ce que vous avez des personnes justement, sûrement, où ça s'exprimait, et comment vous avez accompagné un peu dans la compréhension du handicap, dans la lourdeur du quotidien? Ben, moi, je dirais que c'est surtout pour les familles justement où on peut être le premier maillon, ou en tout cas le début du parcours de soins, où là c'est plus difficile parce que tout le travail reste à faire, où il y a beaucoup de ressentiment des fois vis-à-vis de la situation, de ce qui se passe à l'école aussi, puisque l'enfant n'est pas compris, en tout cas dans sa globalité, il n'y a pas encore de diagnostic, tout le monde est un petit peu perdu. Et du coup, en général, ça se gère progressivement, il n'y a pas de baguette magique. C'est d'abord de mettre des mots, de les orienter vers les autres professionnels qui pourront les aider, et puis progressivement de mettre les adaptations en place, et surtout de les écouter et de leur dire oui, vous avez bien fait, oui, vous êtes sur la bonne voie, il n'y a pas de souci, on va vous apporter un relais sur les points qui nous concernent, et puis pour ceux qui ne nous concernent pas, on va vous orienter vers les autres personnes compétentes. Et juste en fait de leur dire qu'ils ne se sont pas trompés, qu'il se passe quelque chose et qu'ils ont raison de faire ça, de faire cette démarche. Voilà, en général, ça apaise pas mal des choses. Puis après, ça se fait au fur et à mesure, je dirais. Ouais, pour rebondir sur ce que tu dis, je trouve que c'est assez important souvent, on sent qu'il y a un côté un peu culpabilisation de pas avoir assez fait ou de pas avoir réagi assez tôt, où ils se disent ah mais ça, moi je me suis posé des questions quand il était petit, mais on m'a dit que ça allait et puis finalement ça va pas. Ouais, c'est pas grave. De toute manière, tous les enfants sont différents, on sait pas forcément comment ça va évoluer et puis je trouve que c'est important d'avoir ce côté où de les déculpabiliser un peu, de essayer de prendre un peu comment ça vient, de prendre difficulté par difficulté. Il y en a qui viennent avec tellement de demandes, il y a tellement de choses à travailler que c'est là où je trouve que c'est important de fixer avec le parent des objectifs, mais aussi de fixer des objectifs plus petits dans le temps, parce que un loulou qui a aucune autonomie, il va pas avoir un coup de baguette magique comme ça. Donc leur faire prendre conscience aussi que mettre des objectifs à court et moyen terme, c'est aussi important pour qu'eux se sentent en réussite quand on arrive à grappiller et à progresser, même si c'est pas des progrès de fou, et que ils se rendent compte qu'il y a des choses qui bougent, même si ça bouge pas aussi vite qu'ils le voudraient, quoi. Oui, vraiment, vraiment accueillir vraiment le ressenti du parent. Effectivement, des fois, il peut y avoir de la colère, de l'incompréhension. Et c'est finalement OK. Et comme tu disais, Marie, c'est se dire très bien, vous avez fait le parcours que vous avez fait. Vous avez mis en place certaines choses, c'est très bien. Et là, vous demandez de l'aide, OK, on va vous accompagner sur ces demandes-là. Donc, c'est vraiment se dire OK, c'est pas grave. J'entends et on va essayer ensemble. C'est vraiment pas ne pas les culpabiliser encore plus, quoi. Et est-ce que vous avez l'impression que l'école semble blâmer l'école, mais ça leur met une pression supplémentaire aussi sur l'enfant, et souvent ils vous le verbalisent, le côté la pression de l'école? Je dirais, alors il y a une certaine pression de l'école et c'est souvent un manque de compréhension. C'est ce qui ressort moi dernièrement, c'est vraiment l'école ne comprend pas les troubles de l'enfant et ça crée en fait une espèce de tension autour de l'enfant. L'enfant doit réussir, donc lui-même se met la pression. Les parents se disent mais il n'y arrive pas à l'école et en fait on se rend compte que tout le monde est souvent perdu, que ce soit les parents, les enseignants et l'enfant. Donc j'aime assez souvent proposer la piste, mais ok, on essaye de faire une petite réunion ou quelque chose pour vraiment se recentrer et qu'on parle tous ensemble, parce que je pense que c'est difficile pour tout le monde. Et donc dans ces réunions-là, tu te mets en tant que médiateur un peu avec tout le monde, parce que tu sais qu'ils ont tous un peu le même objectif, mais que ils ont du mal à communiquer.
J'essaye de passer par l'enseignant référent, de remettre l'enseignant référent dans la boucle. Comme ça, c'est lui qui garde son rôle aussi de référent auprès du parent. Et puis, ça fait moins frontal, je trouve, avec les enseignants. Ouais, je suis assez d'accord. Moi, je trouve que c'est assez souvent, je le faisais peut-être moins dans mes premières années, mais je le fais beaucoup plus maintenant, d'avoir les instits au téléphone et juste en fait de leur expliquer. Là, j'ai eu le cas il y a pas longtemps pour un loulou qui a un bon trouble de la coordination, qui a un bon trouble attentionnel, mais qui surcompense. Du coup, à l'école, il est juste plus lent que les autres. Bon, en vrai, je pense que lui, quand il rentre de l'école, il s'endort tellement il est fatigué d'avoir surcompensé. Et en fait, juste de leur resituer ça, de leur rappeler les diagnostics et la façon dont ça s'exprime chez le jeune, de leur dire que oui, en fait, là, il compense, mais que potentiellement, si elle observe ça, c'est que lui, déjà, là, il est déjà parti et c'est son trouble de l'attention qui a pris le dessus et que c'est pas parce qu'il s'agite pas que ça veut dire qu'il est dans le truc. Juste, en fait, leur expliquer. Et leur expliquer que surtout, c'est des trucs qui durent dans le temps. Moi, j'ai souvent le discours de « Ouais, ok, bon, mais par contre, pour l'année prochaine, il faudra qu'il aille plus vite. » Oui, du coup, non. Alors. Ouais, c'est ça. Mais en fait, c'est vrai que si eux, ils n'ont jamais eu de jeunes qui ont eu ces pathos-là et que on leur a jamais expliqué clairement. En même temps, c'est clair qu'ils peuvent pas se le représenter non plus. Donc, je trouve que des fois, juste d'avoir un échange d'informations, savoir comment ça se passe en classe, d'apporter des explications qui sont généralement un peu mieux perçues quand elles sont portées par le thérapeute que par le parent. Je trouve que déjà, ça peut désamorcer un peu des situations et poser un peu les choses. Après, il y a des fois, ça suffit pas, mais... Parce qu'il y a souvent des conflits, genre parents-enseignants. T'en as remarqué? Il y en a. Après, il y en a aussi où moi, c'est les parents qui me disent « Ouais, mais je veux pas trop insister non plus parce que je veux pas qu'ils me prennent pour la maman ou le papa relou qui vient toujours. » Enfin, en fait, il y a des fois où ils se sentent pas légitimes d'aller demander et puis ils ont du mal à argumenter parce que ils ont pas les connaissances que nous, on a en tant que professionnels. Et du coup, ils se sentent pas. Et d'un côté, ils vont voir ça. L'échange avec la maîtresse ou le maître ou les professeurs peuvent être bons. Du coup, ils ont pas envie de partir dans un truc un peu frontal. Et en même temps, ils ont vite l'impression de se retrouver à dire oui et de pas avoir réussi à exprimer ce qu'ils voulaient. Donc, je trouve que c'est surtout dans ces cas-là, dans les cas où ça se passe mal aussi, où on a un rôle à jouer qui est intéressant, je pense. Je dirais qu'il y a quand même rarement des situations de guerre ouverte entre l'école et la famille, parce que souvent les familles expriment le fait qu'ils ne souhaitent pas que leur enfant soit pris en grippe par leurs professeurs, instituteurs, parce qu'ils ont trop réclamé, parce qu'ils se sentent moins légitimes à faire des demandes. Donc c'est souvent en fait très, très émotif comme situation. En fait, les parents sont tendus de leur côté. Du côté des professeurs, il y a des situations dramatiques aussi avec des professeurs qui font vraiment tout ce qu'ils peuvent pour aider l'enfant, sauf que comme ils ne connaissent pas les troubles de l'enfant, ils visent pas juste et c'est pas de leur faute. Mais du coup, on a les deux côtés qui sont très énervés, très, très embêtés, et ça a du mal à s'exprimer. Donc en général, faut prendre le téléphone, et puis on se rend compte qu'en fait, tout le monde veut exactement la même chose, et que c'est juste un petit manque de communication et de connaissances de base sur le trouble qui fait que ça pêche. Donc souvent, ça s'apaise assez bien. De situations plus compliquées, mais ça, c'est comme partout. Mais de manière générale, j'observe quand même souvent que toutes les équipes enseignantes sont très bienveillantes et souhaitent toujours la réussite du jeune dans toutes les situations. Et sont souvent partie prenante pour mettre en place les adaptations au mieux pour le jeune. Et bon, ça, c'est un autre sujet, mais si on peut l'aborder, la formation des enseignants. Ça c'est quelque chose où je pense qu'on remarque tous qu'il y a un énorme besoin. Est-ce que vous avez réussi à intervenir? Je sais que j'avais des collègues qui étaient en démarche d'intervenir dans des collèges pour faire des formations. Est-ce que vous avez déjà réussi à faire ce type d'intervention? Pour toute une équipe enseignante, non. Par contre, au mois de février, donc l'année dernière, je m'étais rapproché de l'éducation nationale de mon département pour former en fait les futurs enseignants référents et enseignants spécialisés. Donc, j'ai eu l'occasion de faire cette formation pour juste présenter l'ergo et les principaux troubles des apprentissages qu'on a accompagnés sur un format de 2h30, je crois, ou 3 heures. Et c'est super intéressant puisqu'en fait, cool. Ils ont globalement des connaissances sur
un petit peu les pathologies, comment ça se manifeste, mais vraiment du concret, du pratico-pratique, qu'est-ce qu'on peut proposer à l'enfant et quels signes on peut repérer pour réorienter. Voilà, c'était vraiment ces choses-là. Donc c'était super formateur, même pour moi, de voir finalement quel était le fonctionnement de et leur demande. Ce serait chouette d'étendre aussi aux enseignants. J'ai pas eu cette porte encore de pouvoir le faire à toute une équipe. Et vous, les filles? Alors moi, j'ai jamais eu cette occasion-là non plus. Après, l'idée, c'est qu'au cas par cas, s'il y a besoin, voilà, aller passer 1 heure dans une école pour discuter avec une maîtresse ou un maître. Ou, voilà, lors des ESS, on a aussi un gros rôle d'information pour toutes les équipes qui accompagnent au niveau éducatif. Mais après, non, j'ai jamais formé. Mais c'est vrai que c'est un projet qui se doit d'émerger un jour ou l'autre. Moi, je l'ai jamais fait non plus, mais il y a une de mes collègues qui l'avait fait. C'était une école où c'est la direction qui lui avait proposé de former. Elle avait banalisé pour la plupart des professeurs et finalement, je crois qu'il y en a eu 3 ou 4 qui sont venus sur plus d'une trentaine, donc elle était un peu dégoûtée. Mais ça s'est pas reproduit. On devait le faire, je crois, avec une autre école, mais avec les trucs en confinement et tout ça. Enfin, il y a plein de trucs qui ont été un peu passés à la trappe aussi. Ouais, ça a beaucoup bloqué. Mes collègues devaient le faire aussi avant le premier confinement et du coup, ça finit sur pause. Donc, ouais. Mais après, je me dis, là, on est de plus en plus aussi à intervenir au niveau ergo et même il y a de plus en plus de suivi pour les enfants. Donc, est-ce qu'il n'y a pas aussi petit à petit, ça va se faire? C'est-à-dire qu'à chaque fois, un enseignant par un enseignant, on ne va pas arriver à ce qu'il y ait une connaissance un peu globale et qu'après, entre eux, il se passe des informations aussi. Si, j'imagine que ça va se faire progressivement. Après, ce qui est dommage pour eux, c'est que comme ils ne l'ont pas du tout dans leur formation initiale, c'est directement les mettre en péril quand ils vont rencontrer les premiers enfants qui auront des difficultés. Et c'est une situation qui n'est pas confortable pour eux et qui, du coup, peut les mettre dans une posture pas très confortable, quoi. Donc, c'est un petit peu dommage. Même si je pense que progressivement, voilà, ils vont avoir de plus en plus de connaissances sur le tas. Prévoir dans leur formation initiale une petite, sans dire formation, mais au moins information sur ces troubles-là, je pense que ce serait plutôt chouette pour eux. C'est clair. Surtout quand on voit le pourcentage que représentent les troubles des apprentissages, forcément, dès la première année, il y a une forte probabilité qu'ils en aient au moins un dans leur classe. Donc, ce serait nécessaire. Je ne sais même pas si c'est en vue pour que ça se fasse au niveau de la formation initiale. Je crois pas. Hein. Formation initiale, je sais pas, mais ils ont des modules d'apprentissage pour les en formation continue, comme nous on peut avoir. Ça fait partie. Il y a des modules qui sont sur les jeunes qui ont des troubles des apprentissages ou même au contraire qui sont HP. Oui. Ma mère, elle est prof et je sais qu'elle en fait et elle s'inscrit souvent à ce genre de trucs. Donc, ça se fait, mais je crois pas que ça fasse partie de la formation initiale. Ok. Bon, on croise les doigts, si on peut. Mais ce serait chouette que ce soit des professionnels de santé qui interviennent, aussi des ergots, mais des psychomodes, des orthophonistes. Ouais. Que ce soit dans cette démarche. Ok, et je reviens sur les parents, parce que c'était le thème à la base. Mais c'était sur l'investissement des parents. Est-ce que vous avez remarqué qu'il y a des parents qui étaient très investis et que du coup vous aviez besoin de réguler parce que justement ça prenait une place même pour leur équilibre à eux. Ils étaient tellement investis dans l'accompagnement que vous aviez dû réguler, un peu comme les aidants quoi, qui devenaient carrément aidants. Ça vous est arrivé? Oula, il y a des gros oui. Commence. Allez, vas-y Alix. Ok. Des parents qui sont trop investis, il peut y en avoir, je trouve, dans plusieurs sens. C'est-à-dire que moi, j'en ai ils veulent vraiment faire le maximum pour leur enfant et leur proposer tout ce qui est proposable. Sauf qu'en fait, ils font 90 000 trucs en même temps, que finalement, ils investissent rien jusqu'au bout. Et que du coup, ils font 3 séances de l'un et puis après ils s'arrêtent, ils vont faire 3 séances de l'autre. Et du coup, en fait, on se retrouve avec un truc où il n'y a plus de suivi ou alors c'est des gens que tu vas voir 1 fois par mois alors que il faudrait que tu les vois 1 fois par semaine. Et du coup, ça finit par trop saturer et s'investir vraiment dans rien. Okay. Donc je pense que ces gens-là, les aides de réseau pour les canaliser, ça peut être vraiment un plus.
Je sais pas si vous avez ça aussi, mais on a en gros un C'est réseau quoi? de coordination dans le coin. Après, là, ils n'attaquent pas forcément tous les dossiers, mais en gros, c'est sur dossier. Il faut que le jeune soit en recherche de diagnostic, soit ait beaucoup de prise en charge et besoin de coordination. Et du coup, c'est un réseau qui va indemniser les professionnels pour qu'il y ait au moins une réunion par semestre pour faire le point sur comment ça se passe à l'école au quotidien et faire le point sur les prises en charge, s'il faudrait rajouter des trucs, échanger, alléger d'autres trucs. Et puis, du coup, ça fait des temps d'échange qui sont formalisés, qui sont assez intéressants. D'accord. Et puis, ça permet de prioriser les prises en charge parce que souvent, on n'est pas tout seul et on a tous notre truc à faire où on se dit qu'il faudrait faire le plus vite possible. Mais bon, à un moment donné, faire 18 rééducations par semaine, c'est pas possible non plus. Alix a Donc, voilà. Après, je trouve que tu as les familles aussi qui sont trop investies dans le sens où, moi, j'en ai qui venaient systématiquement dans la séance, qui accompagnaient toujours l'enfant. Alors, je trouve ça très bien que les parents viennent en séance de temps en temps, mais je trouve aussi ça bien il y a une espèce d'échange juste thérapeute à enfant parce que, pour l'enfant, c'est quand même pas la même chose d'avoir un parent qui est perché sur son épaule à regarder ce qu'il fait. Ça instaure pas les mêmes dynamiques. Mais je trouve que souvent, c'est des parents qui veulent bien faire ou alors qui ont beaucoup été dans l'errance médicale, paramédicale et qui ont du mal à faire confiance parce qu'ils se disent « Ok, mais moi, je veux voir ce que ça fait, je veux voir ce que ça apporte. » Et puis, finalement, moi, je me suis retrouvée avec des parents qui venaient en séance et qui passaient tellement de temps à me poser des questions sur le moindre truc que je faisais faire aux gamins que je n'arrivais pas à avancer dans ce que je voulais faire. C'est-à-dire que ce que je devais faire en 50 minutes, sur toutes les activités que je voulais faire en 50 minutes, j'en faisais 1/5 ou un truc comme ça parce qu'on avançait tellement lentement à cause des questions. Puis pour que ce soit des parents divorcés qui vont venir un coup l'un, un coup l'autre et puis finalement, voilà. Et c'est dur de dire à ces gens, non, là, on va faire une séance que tous les deux parce que eux, ils peuvent mal le vivre aussi, surtout qu'ils partent de bonnes intentions. Mais voilà, c'est un équilibre à trouver. Je trouve que c'est des familles où c'est d'autant plus important de vraiment entretenir ce lien de confiance pour que ils arrivent aussi à un peu lâcher prise de leur côté et que ça se passe mieux après. Et c'est mon gros questionnement effectivement actuellement sur j'ai peu de recul aussi, hein, donc je teste. Des fois, je me dis ok, j'accueille les parents, d'autres des fois non. C'est trouver effectivement ce juste équilibre entre venir à toutes les séances ou qu'à quelques séances bien spécifiques. J'ai pas encore trouvé la formule magique. Je suis pas sûr qu'il y en ait. Je pense que c'est vraiment au cas par cas. Mais effectivement, je trouve ça dur quand un parent souhaite s'investir. Vraiment, cette annonce, j'aimerais essayer avec l'enfant, voir ce que ça donne. C'est vraiment la position où moi, en tant que thérapeute, je suis pas du tout à l'aise. Généralement, c'est quand même bien accueilli, mais voilà, ce qu'on veut, c'est surtout pas frustrer l'alliance du parent. Donc, c'est pas la chose toute facile. Ça t'est arrivé, Marie, aussi? Non, pas trop, jusque-là. Alors après, ça fait que 1 an et demi que je suis en libéral, donc c'est pas fini. Mais non, j'ai pas eu de prime abord. En fait, j'accueille pas forcément les parents en séance puisque la première fois que je les rencontre, on fait une séance tous ensemble avec l'enfant et les parents. Et à ce moment-là, on se dit, voilà, à partir de maintenant, je vais recevoir l'enfant toutes les semaines. Et puis à chaque fin de séance, je tiens au courant les parents de ce qu'on a fait pendant la séance. Je leur donne aussi les petits objectifs qu'ils ont à travailler à la maison, ce à quoi ils peuvent faire attention, ce qu'ils peuvent proposer un petit peu comme activité. Comme ça, ils ont leur responsabilité en termes de suivi. Mais en même temps, pendant la séance, moi, je trouverais ça trop difficile comme thérapeute de gérer à la fois le parent et l'enfant. J'aurais l'impression, comme disait Alix, de ne pas avancer. Et du coup, en faisant comme ça, jusqu'alors, ça a fonctionné. Enfin, je n'ai pas eu de retour de parents qui se sentaient désinvestis du suivi. Après, ça m'arrive de proposer, quand je sens que les parents ont besoin de plus, d'assister à une séance par-ci, par-là. Mais une famille avec qui c'était régulier. Et j'ai jamais eu la demande de la part d'une famille d'assister à toutes les séances. Également, j'ai été peu de temps aussi en libéral et j'avais jamais eu cette demande de venir en séance. Alors parfois, c'est nécessaire de les inclure, mais c'était pas venu. Mais en effet, moi j'avais ce questionnement par rapport à le travail entre guillemets à la maison. C'est-à-dire que ça peut être intéressant aussi, par exemple l'apprentissage de la dactylo, qu'ils renforcent aussi chez eux, parce que c'est pas juste une séance par semaine qui va les aider à faire ça. Et est-ce que
comment formuler? Est-ce qu'il y avait des parents où justement ils arrivaient à mettre le cadre pour que l'enfant s'y mette? Et est-ce qu'il y a des fois où vous étiez en échec et l'enfant ne faisait pas du tout les exos et c'était hyper galère d'impulser ça au niveau du domicile? Il y a des échecs. On les connaît. Il y a des familles qui souhaitent un suivi en ergo pour avoir justement le cadre autour de cet apprentissage spécifique de la frappe clavier, par exemple, parce qu'ils savent très bien qu'à la maison, ça va être compliqué. Et même en passant par tout un tas de supports différents, ça peut être des petits exercices envoyés par mail ou des petites choses préparées avec une feuille où ils repartent toutes les semaines avec. Il y en a, ça ne fonctionne pas, et il y en a qui ne trouvent pas l'organisation qui sera supportable au quotidien pour inclure cet apprentissage. Et j'ai envie de dire, c'est pas grave, on va pas les forcer non plus. On essaye, voilà, parce que des fois c'est une modalité qui ne convient pas et une autre peut convenir. Et puis si ça ne fonctionne pas, après on repose les objectifs. Voilà, personnellement je dis, s'il y avait un travail à la maison, ça pourrait aller peut-être un petit peu plus vite. Si ce n'est pas possible, on continue en séance, il n'y a pas de souci. Par contre, voilà, il faudra pas s'étonner, en tout cas que ça prenne un petit peu plus de temps. Et si les parents sont OK là-dessus, donc soit ils sont OK là-dessus, et dans ce cas-là, enfin les parents et l'enfant, hein, parce que les parents des fois essaient de mettre le cadre et c'est le jeune qui ne souhaite pas forcément travailler à la maison. Si tout le monde est d'accord, dans ce cas-là, on fait un compromis, quoi. Et ouais, parce que c'est un peu le paradoxe, c'est que souvent c'est des enfants qui sont en difficulté et où justement les devoirs, c'est la galère, ils y mettent du temps. Et en fait, nous, on leur demande un truc en plus, alors c'est un truc qui est nécessaire pour eux et qui va leur aider. Mais cette période-là où déjà ils sont en galère, ils n'ont pas encore les outils et nous, on rajoute un truc, j'ai l'impression que ça se voit que c'est l'horreur pour eux à la maison, quoi. Donc c'est difficile de se positionner sur ça. Je pense que ça dépend effectivement de l'objectif visé. J'aime bien, moi en tout cas dans la façon de faire, les trucs que je propose à la maison, c'est des trucs assez simples ou assez par le jeu, mais qui va réactiver la chose qu'on souhaite travailler. Et c'est aussi bien, j'essaye maintenant d'expliquer de plus en plus aux parents et finalement le rôle un petit peu de chacun, ce que moi je vais attendre de l'enfant, ce que eux ils attendent de moi et ce que moi je peux attendre d'eux. Et je leur dis toujours, on fait partie de la même équipe. Si chacun travaille de son côté, ça va pouvoir le faire, mais peut-être pas au rythme que tout le monde souhaite. Donc si on veut se donner le maximum du temps, quel temps vous êtes prêt à investir, quel temps l'enfant est prêt aussi à investir, et ça permet vraiment d'adapter à chaque famille. Donc c'est là encore, je pense, au cas par cas. Mais voilà, je sais que ça m'est arrivé aussi dès le début, quand c'était pas fait, je revoyais l'enfant, j'avais l'impression d'avoir un peu de ressenti envers le parent en disant mince, il n'est pas investi ou autre. Mais finalement, en prenant du recul, c'est plus aussi moi dans ma façon de l'emmener. Peut-être que j'étais pas assez au fait du besoin de la famille, parce que oui, il n'y a pas que cet enfant, ils ont tous un travail, il y a la vie de famille à gérer, il y a les rendez-vous avec les différents paramédicaux à gérer. Donc en fait, c'est se dire ok, cet enfant-là, comment je peux le faire progresser au mieux? Et du coup, si ça va être que 10 minutes une fois dans la semaine, c'est pas grave. Au moins, c'est 10 minutes et puis on culpabilise personne. Donc, grosse mise en question, mais ça fonctionne bien, justement, dernièrement. Et là, c'est dans ton nouveau bilan que tu as inclus ça? C'est la première rencontre que tu poses et que tu dis justement ce que tu attends d'eux, ce qu'eux peuvent attendre de toi? Ouais, juste après la restitution du bilan, quand on commence l'accompagnement. Ok, ça, c'est intéressant. Et ils réagissent comment, les parents, par rapport à ça, que tu les inclus? Parce qu'il y a un peu ce côté aussi dans le médical, souvent, tu sais, il y a un peu un côté distance où on rend pas forcément les gens acteurs. Et ça se fait de plus en plus, mais c'est vrai que nous, en ergo, on a quand même un point d'honneur sur ça. Et ils réagissent comment, justement, quand tu les inclus? Je pense plutôt bien, parce que j'ai pas eu de retour. Enfin, tu vois, il n'y a pas d'élément où on me dit non, je souhaite pas, ou non. Non, bien vécu. Ouais, ça doit leur faire du bien, quoi. Ils t'ont verbalisé que ça leur faisait du bien? Là, j'ai une famille dernièrement où, alors, j'ai pas encore vu l'enfant. Mais c'était vraiment le premier appel. En fait, j'allais partir dans la chose qu'on sait faire. Donc, premier bilan, première rencontre, première anamnèse, on va faire les tests. Et à la toute fin, je lui dis, est-ce que ça vous convient? Et on me dit, mais en fait, moi, je veux des solutions. Et je dis, ok. En fait, j'avais visé à côté pour le bilan et on va vraiment partir. Donc, je ne vais pas du tout faire ce fonctionnement classique, mais accompagner la demande. C'est le parent, il est sans difficulté dans la compréhension des troubles de son enfant. Donc,
ben ok, vous voulez des pistes concrètes, eh bien, on va essayer d'évaluer comme ça et d'apporter ces pistes directement. Donc, les mettre vraiment en tant qu'acteur dès le début. Mais là, j'ai suivi leur demande, en fait. Ouais. C'est pas moi qui l'ai imposé. Trop bien. Et est-ce que des fois, du coup, ça t'est arrivé que des parents aient une demande et des besoins particuliers et que ce soit en opposition avec les attentes de l'enfant? Parce que justement, l'école et les parents vont être peut-être n'importe quoi axés sur le besoin de la prise de notes par l'outil informatique et que l'enfant, il n'y voit pas de sens et que lui, il va y travailler sur d'autres objectifs. Ou ça peut être autre chose, hein, c'est un exemple. C'est des choses qui arrivent assez régulièrement avec l'outil informatique, mais même pour d'autres objectifs, où c'est pas en accord avec ce que souhaite le parent. Donc, j'essaye toujours d'être un petit peu dans la négociation, dire, si j'ai pas l'engagement de l'enfant, ça va être difficile pour avoir la motivation pour qu'il vienne en séance, pour avoir la motivation pour faire des choses au quotidien, pour que ce soit transposé en fait à l'école. Donc, je leur explique tout simplement que moi, je me vois pas comment répondre à leurs demandes. Mais j'essaye quand même d'inclure des objectifs des deux. On essaye de trouver le juste compromis. Mais c'est pas facile. Ça nous met dans une situation difficile, ouais. Moi, je pense que je vais passer pour la plus psychorigide de tous. Mais moi, je dis que ça fait partie du contrat. Tu vois, si on prend l'exemple de l'ordinateur, moi, la dactylo, je la fais quasiment pas en séance. Je leur fais faire à la maison. Déjà, je pense que c'est quand même pas hyper fun de leur faire des séances dactylo. Et puis, moi, je leur présente aussi en leur disant que l'ergo, c'est pas remboursé par la Sécu et que je pense que payer des séances pour que je le regarde taper sur des touches, c'est quand même pas le plus intéressant pour eux. Enfin, ce sera intéressant pour personne, ni pour eux, ni pour l'enfant, ni pour moi. Je leur dis que si on part sur ce projet-là, ça fait partie du contrat, que eux s'engagent à s'entraîner à la maison. Après, selon les familles, ce sera pas toujours la même fréquence. Il y en a qui s'investiront beaucoup, qui le feront quasiment tous les jours. Il y en a qui le feront qu'une fois ou deux dans la semaine. Moi, je demande qu'ils le fassent pas longtemps. Je leur demande pas de faire des heures et des heures de dactylo. Je leur impose pas grand-chose. Je leur impose pas le clavier caché. Je leur impose pas la frappe à 10 doigts. Par contre, je leur dis qu'il faut qu'ils s'entraînent au moins 1 ou 2 fois dans la semaine. Pour que ça puisse bouger à la vitesse où ils l'entendent. Après, bien sûr, je suis pas non plus totalement rigide. Enfin, j'entends le fait qu'ils aient beaucoup d'autres choses à gérer. Quand je sens que c'est trop compliqué, j'essaie de mettre des choses en place. Enfin, est-ce que l'enfant, il peut pas essayer de s'entraîner un peu plus en autonomie parce qu'il fera des trucs qu'il aime bien, ou il y en a, c'est taper des recettes, il y en a, ça peut être écrire des devinettes. Enfin, voilà, essayer de passer par des choses qui lui plaisent plus, ou potentiellement, il aura plus d'appétence pour s'y mettre. Si c'est vraiment trop compliqué, moi j'en ai où c'est compliqué de s'investir, c'est compliqué de s'entraîner. Enfin, je veux dire, il n'y a pas grand-chose qui est repris à la maison, ou généralement c'est ceux aussi qui arrivent en retard. Après, c'est aussi des fois de leur dire, écoutez, là, moi je pense que c'est peut-être pas, vous me dites si je me trompe, mais ça peut ne pas être le bon moment pour vous. Il n'y a pas de souci pour ça, mais on va pas faire un travail qui sert à rien, donc peut-être qu'on se met en pause et vous me recontactez quand c'est un moment un peu plus opportun pour vous. Alors, ça fait peut-être un peu frontal de le présenter comme ça, mais n'empêche que moi j'en ai vu où en fait, ils arrivent, ils sont tout le temps en disant ouais, mais si, on va quand même essayer. Et puis finalement, on arrive à 1 an de séance où ils se sont jamais entraînés à la maison, ils ont jamais rien fait. J'ai l'impression que ce qu'on fait en séance, ça sert à rien. Puis pour le gamin, c'est pas très motivant de faire des séances sans jamais voir un truc qui pourra être mis en place concrètement, et tout le monde se décourage, et puis c'est hyper frustrant pour tout le monde, je pense. Du coup, moi, ça m'arrive de mettre des stops au suivi et de leur dire, mais par contre, vous me recontactez quand c'est bon pour vous, il n'y a pas de souci. Enfin, d'essayer d'avoir un ton, c'est pas vous faites rien, alors du coup, je vous mets dehors, sinon, c'est pas le bon moment pour vous, on y reviendra plus tard. Je le présente dès le début, que je leur présente ce qu'on fera. Par exemple, quand on passe sur l'outil informatique, je leur présente les matériels qu'on peut utiliser. J'explique ce qu'on va faire en séance, comment ça va se dérouler, comment on va progresser le suivi, comment je prévois que le suivi se fasse, il progresse au cours du suivi ergo, et je leur présente ce qu'il y a à faire à la maison. Et puis je leur dis, s'ils sont pas d'accord avec ça, ou si pour eux ça leur convient pas, soit on essaye de trouver une autre façon de faire, soit on se dit que pour l'instant on le met entre parenthèses et on verra plus tard. Et tu vois, par exemple, moi quand j'ai des familles, tu posais la question tout à l'heure de quand les
les besoins, la demande de la famille n'est pas forcément la même de l'enfant. Ou je leur dis qu'il faut que tout le monde soit à peu près cohérent autour du projet. Je demande pas à ce que l'enfant soit ultra motivé de venir en ergo, que ce soit une bouffée d'oxygène, qu'il attende ça toute la semaine, parce que on va pas se mentir, avoir de l'éducation en plus, c'est pas le plus fun. Mais il faut quand même qu'il y voit un intérêt et qu'il soit un minimum intéressé par ce qu'il fait, parce que sinon, on va droit dans le mur, et qu'il faut que tous les acteurs soient cohérent sur le projet. Absolument. Et que si un jeune ne veut pas entendre parler de l'ordinateur alors que les parents sont plutôt OK pour, c'est peut-être pas le bon moment pour ce jeune-là et qu'on va attendre plus tard, parce que j'ai commencé des suivis comme ça quand je débutais, et en vrai, on va droit dans le mur quasiment systématiquement, parce que sans l'enfant, on peut rien faire. C'est ce que j'allais te demander. Est-ce que tu as en début de ta carrière en libéral, tu faisais un peu la méthode où justement tu faisais de la dactylo et après tu t'es rendu compte que ça marchait pas et tu as opté pour ça, ou tu as direct eu cette méthode? Non, la dactylo, je l'ai quasiment jamais faite en séance. Ok. Donc, ma tutrice de câble ne le faisait pas. Comme j'ai pris son remplacement de congé mat, j'ai essayé au début de coller à ce qu'elle faisait. Et puis en fait, moi, je trouvais son point de vue pertinent. Et à ce jour, quand je le présente aux familles, j'ai pas eu de familles qui m'ont dit ah non, mais moi je veux que ce soit fait en séance parce qu'on le fera pas à la maison. Finalement, je trouve que quand tu leur présentes, ils comprennent et ils sont OK pour. Vous en pensez quoi? Ouais, et je suis plutôt d'accord. Et que ce soit pour vraiment tous les objectifs en ergo, moi, ce que j'aime bien expliquer, c'est dire on va forcément agir sur des activités du quotidien parce que c'est ce qui pose souci. Et modifier une habitude, je comprends que ça peut être difficile, et ça peut être pareil pour que ce soit le brossage des dents, l'habillage, lasser ses chaussures, les couverts, peu importe. Mais du coup, il va falloir qu'il y ait des échos dans la semaine pour que l'enfant puisse s'habituer. Donc c'est vraiment, quand on bosse une activité qui est difficile, en général, je dis toujours, on essaye au maximum que dans la semaine, il puisse au moins 1 ou 2 fois avoir ce rappel de la tâche. Donc ça va aussi pour l'ordinateur, ce qui fait que si c'est pas du tout un projet et si ça peut pas être investi, ça va demander beaucoup plus de temps. Et donc et ça marche plutôt bien, je trouve. Chercher l'engagement de tous les acteurs, en fait. Et de leur expliquer notre raisonnement, se dire pour que ça fonctionne, on va agir sur ses routines, sur ses habitudes de vie, on va prendre en compte l'environnement. Et je trouve que c'est ce qui est valorisant dans notre boulot, d'avoir cette vision-là et vraiment se dire on ne change pas une routine pour changer une routine. Non, c'est notre analyse et c'est ce qu'on va pouvoir vous apporter. Donc, ça a peut-être un côté rassurant pour eux aussi. Oui, c'est surtout une équipe. De toute façon, selon la disponibilité de la famille, il faut s'adapter, mais il faut qu'elle soit un minimum là quand même. Et ça se passe souvent bien. Enfin, je dis la famille, mais c'est aussi les enseignants. C'est vraiment une équipe autour de l'enfant, et avec l'enfant qui est au milieu et qui est partie prenante de tout ce qu'on fait. Et oui, il faut qu'ils soient là, et souvent ils le sont. Et en plus, ils sont plutôt surpris de ce sur quoi on leur demande d'agir, entre guillemets. Enfin, j'ai vu des parents repartir avec un sourire banane en leur disant écoutez, là, je pense que vous pouvez aller faire les boutiques et lui acheter une paire de chaussures à lacets. Avec le gamin super fier, les parents super fiers, et puis finalement, c'est la paire de chaussures qui catalyse la réussite d'un objectif, en fait, et du coup tout le monde est super content, les parents se sont investis puisque finalement avec ces nouvelles chaussures, tous les matins avant d'aller à l'école, il va y avoir un petit truc autour de ça. Enfin voilà, je pense qu'ils sont conscients de leur rôle, et ils sont aussi conscients que quand ils s'investissent pas, ça ne fonctionne pas. L'outil informatique, puisqu'on en parlait, on peut y passer 5 ans s'il n'y a pas de transposition, parce que c'est jamais repris à l'école, parce que c'est jamais repris à la maison. On peut y passer encore 5 années de plus. Donc, je pense qu'ils ont conscience de leur rôle là-dedans. Et en général, ça ne pose pas trop de soucis. Et puis, à la rigueur, s'il faut le rappeler, on rappelle. Mais voilà, en général, ça se passe plutôt. Et t'en penses quoi, la méthode d'Alix, du coup, de travailler principalement au domicile? Vous faites comme ça, vous? Je crois qu'on l'a dit avant. Non. Alors, moi, non. Je fais la frappe clavier selon les besoins. Alors, ça dépend vraiment. Par exemple, si j'ai des jeunes assez autonomes dans leurs apprentissages, évidemment que je vais leur donner la méthode et puis ils vont le faire chez eux. Par contre, quand je m'attaque à une méthode un peu plus spécifique comme la frappe clavier cachée à 10 doigts,
Là, il y a besoin d'une guidance un peu plus importante. Et en général, quand j'impose ça, entre guillemets, c'est qu'il y a un objectif derrière, c'est qu'il faut que ce soit automatisé de ce côté-là et que ça ne peut pas être juste la frappe à 2 doigts, clavier découvert, sinon ça ne fonctionnera pas en termes d'efficience sur l'outil informatique. Donc pour ces méthodes un peu plus spécifiques, je les accompagne, mais je leur demande aussi du travail à la maison. Et quand je dis du travail, c'est pareil, il faut toujours que ça ait un sens pour l'enfant. Donc on discute des devoirs qu'il a à faire dans la semaine. Éventuellement, est-ce que cet exercice-là, tu voudrais pas le faire à l'ordi, ou alors est-ce que tu voudrais pas me compléter un petit cahier Ninjago sur l'ordi, ou des choses comme ça. Il faut que ça ait du sens. Et ça m'est arrivé très peu de fois de donner des exercices de copie pure et dure. Mais je les laisse pas complètement autonomes pour l'apprentissage de la frappédie à la maison, parce que je sais que pour le coup, j'ai des familles à qui ça demanderait trop d'engagement et qui ne pourraient pas le faire malgré leur bonne volonté. Donc, ce serait dommage de les décourager pour ça. Ok. Et toi, Élie, cette méthode ? Moi, au niveau de l'outil informatique, c'est pas quelque chose dans lequel je m'épanouis. Donc, je le dis maintenant de plus en plus aux parents. Je me suis pas formé dessus. Et du coup, j'ai aucun bagage autre que ce qu'on a vu à l'école. Donc, je reste sur cette optique. On va compenser quelle tâche ? Parce que ça peut être aussi, c'est dédramatiser. Des fois, ça peut être que ce soit les enseignants ou les parents, voir l'ordinateur comme la solution miracle, même en ESS, où ça va solutionner tous les problèmes. Et c'est aussi dire, non, en fait, les difficultés qu'a votre enfant, il va se retrouver en difficulté avec 1, 2 ou plusieurs tâches. Et du coup, notre but, c'est de réussir à adapter cette tâche et compenser cette tâche. Donc, s'il y a un trouble du langage qui est par-dessus, ça va être difficile d'atteindre un niveau de frappe ou une production. Donc, en fait, moi, l'outil informatique, je le propose déjà comme on disait tout à l'heure, si tout l'environnement est OK pour ce projet-là, et le plus rapidement possible, quand il y a une AVS qui est dans le lot, aller à l'école avec l'AVS et on le met en place tout de suite. Dans l'idée, je me dis que c'est elle qui va être là au quotidien, qui va pouvoir dire, si tous les jours, je vais récupérer sur ma clé USB le document, OK, et je sais qu'elle va pouvoir l'aider vraiment, travailler sur son rôle aussi à elle. Et du coup, moi, généralement, en séance, je fais 2-3 séances vraiment de découverte pour la fonction. Se dire, si on part qu'on n'a aucune base, OK, on les découvre ensemble. Moi, je vais attendre ça de toi. Et après, ça va être l'environnement ou les parents qui vont pouvoir accompagner l'enfant au quotidien. Donc après, s'il y a un système comme Pronote ou autre, OK, papa est à côté de toi et tu vas pouvoir aller chercher sur Pronote si besoin, il t'aide à classer et autres. Et c'est vraiment ce juste niveau d'aide. Voilà. Moi, c'est la ligne directrice que j'essaye de suivre à peu près depuis 1 an. Je sais pas ce que ça va donner. Mais voilà, je me vois pas travailler. Et on en revenait tout à l'heure aussi à l'argent, puisque comme on n'est pas remboursé en libéral, j'essaye d'être le plus efficace possible pour les parents. Donc ça rentre souvent en compte sur investissement, argent et temps d'accompagnement. Donc si on peut aller plus vite, j'essaye de jouer cette carte-là. Mais vos 3 approches sont hyper intéressantes. Enfin, je pense que, elles se complètent et elles sont vraiment bien. C'est intéressant en tout cas d'avoir les 3 retours. C'est cool. Et après, une question que j'avais pas préparée, mais j'hésitais à la poser, mais aussi c'est le rapport à l'argent. Est-ce que vous, ça modifie un petit peu les attentes des parents sur la prise en charge ? Est-ce qu'il y a une certaine pression autour de ça, vous en tant que thérapeute, et aussi est-ce que vous le ressentez de la part des parents ? Je dirais que oui, quand même. Déjà, moi en tant que thérapeute, mais je sais qu'on n'a pas d'obligation de résultat, on n'a que de l'obligation de moyens, mais ça met quand même une pression supplémentaire. Parce que des familles qui font... Ou l'ergo, la prise en charge des séances d'ergo représente un sacrifice important sur le mois. Donc, évidemment que ça change quelque chose pour moi. Et puis, alors pour eux, j'ai eu cette chance, j'ai pas été confrontée à beaucoup de familles. Ça m'est arrivé 1 ou 2 fois, mais il y en a quand même très peu qui mettent la pression, entre guillemets, sur l'obtention de résultats. Alors après, je me dis qu'on est très clair dès le départ, au moment de
de la présentation du bilan ou des choses comme ça, en disant que voilà, nous, on va mettre telle chose et telle chose en place et qu'ensuite, on ne peut pas avancer autrement qu'au rythme de l'enfant. Et je pense qu'ils en sont conscients. Et du coup, moi, j'ai jamais eu de famille embêtante, en tout cas sur le plan financier. Après, voilà, de mon côté, j'essaie aussi de mettre tout en place pour respecter ceux qui sont en mesure de faire ou pas, et que ce soit en cohérence avec le suivi aussi. Voilà, je sais qu'il y a des familles qui préféraient une séance toutes les 2 semaines en termes financiers, et je leur explique aussi que là, pour la pertinence du suivi, il faut que ce soit toutes les semaines, sinon on ne va pas avancer, et que sur le long terme, sur le plan financier, ce sera plus rentable de faire 6 mois toutes les semaines que de faire 2 ans toutes les 2 semaines. Et en général, les gens comprennent très bien, et voilà, il n'y a pas de souci. Puis après, on les guide aussi pas mal sur quelles aides, sur les aides auxquelles ils peuvent prétendre. Voilà, parce qu'il y en a qui ne savent pas du tout qu'ils peuvent avoir un accompagnement financier. Donc, on essaie de leur apporter toutes les clés pour qu'ils puissent se débrouiller par eux-mêmes. Et voilà. Mais globalement, ce n'est pas central non plus, je trouve, dans mon rôle d'ergo auprès de ces familles-là. Et toi, Élie ? Oui, effectivement, moi, c'est jamais le parent qui va me dire je vous paye. Enfin, j'ai jamais eu ça. Par contre, c'est mon ressenti personnel, c'est se dire voilà, on me paye. Et c'est vrai que quand je vois des fois avec des enfants, mais parce que il peut y avoir de la fatigue, il peut y avoir voilà, c'est pas le moment pour lui de progresser, et se dire on fait 3-4 séances sans qu'on voit nous d'évolution. C'est hyper frustrant de se dire là je viens de faire payer 1 mois, et en fait je pense que mine de rien on a toujours lâché des petites clés, parce que comme on disait, il y a les échanges avec les parents, on lâche des petites clés comme ça au quotidien, mais ouais, ça peut être assez frustrant. Et après je rejoins Marie sur notre rôle aussi de les aiguiller sur toutes les ressources possibles pour financer les séances. Et maintenant il y a de plus en plus de choses qui existent. Voilà. Mais ouais, l'argent, c'est pas facile. C'est pas facile à accepter en tant que libéral, ouais. Surtout dans le domaine du soin, où on se dit on fait pas ça pour l'argent, mais en même temps on a des charges. Si on veut sortir un salaire, on n'a pas le choix. Donc, c'est pas dans notre culture en fait. Tu vois, au niveau de la France, la sécurité sociale. Tu vois, moi, je regardais des fois des postes d'ergo aux États-Unis, et il y avait un truc, c'était des ergo entrepreneurs, et donc, c'était en libéral, tu vois. Donc déjà, ils apprenaient ça. Enfin, ils disaient le mot entrepreneur, tu vois. On avait une différence. Nous, c'est que pour le statut auto-entrepreneur. Eux, c'était vraiment leur statut. Et ils disaient, il y avait genre un congrès, ils avaient organisé en mode comment passer ton cabinet du début jusqu'à un chiffre d'affaires à 6 chiffres, ou je te dis n'importe quoi, mais un truc à 4 ou 6 chiffres. Je me suis dit, mais trop bizarre, quoi. Tu vois, nous, on n'est tellement pas dans cette dynamique, et eux, ils le voient vraiment comme une entreprise, tu vois, à faire grandir. Alors, je pense qu'ils sont tout autant dans la qualité des soins, mais il y a quand même ce côté où nous, en fait, culturellement, c'est pas notre truc, quoi. C'est ça. Et c'est vrai, il y a d'autres pays où, effectivement, le mode de remboursement de soins n'est pas du tout le même. Ça va être effectivement des assurances privées, où finalement, le moindre coup de téléphone qu'on va faire passer, le moindre courrier envoyé, va être facturé. Et c'est une super, je trouve, valorisation de notre travail. Et peut-être que justement, on serait moins speed à se dire mince, faut que je fasse un coup de téléphone, j'ai pas le temps, je vais le faire plus vite parce que j'ai mon autre accompagnement. Non, ça nous remettrait peut-être aussi en place le soin. Ouais, c'est clair. Ouais. C'est pas évident comme question. Non. C'est très large, ouais. Et toi, Alix, ton rapport du coup par rapport à ça, et est-ce que tu l'as ressenti par rapport aux parents que ça a changé des choses? Moi, je trouve ça, comme tout le monde, je trouve ça compliqué de leur réclamer une facture à la fin du mois. Et en même temps, ça fait partie du job. Les charges sociales, l'URSSAF, ils ne prennent pas les grands sourires, donc on est un peu obligé. Je trouve qu'en plus, c'est une question qui revient souvent, parce que j'avoue que je n'ai pas toujours l'impression de me payer à la hauteur du travail que je fais. Surtout quand tu te demandes des rattrapages de charges ou des choses comme ça. Donc voilà, je trouve que ça influe de toute manière ta relation, même de manière inconsciente. Moi, je te dirais pas qu'au quotidien, j'ai vraiment l'impression d'avoir une pression financière, mais je pense que déjà de par nous-mêmes, en tant que thérapeute, ça nous pose des questions, et ça nous met une pression. Déjà, consommer tout seul, très bien, mais ouais, je pense que ça met une pression un peu
non dites quand même dessus. Voilà, c'est quand même un sacré budget, ça se fait au prix de sacrifice. Après, oui, il y a quand même de plus en plus d'aides et heureusement, mais il y en a qui en bénéficient pas. Donc, et ça, je trouve que je le faisais pas du tout avant, mais ça m'est arrivé de l'évoquer auprès des enseignants. Parce que, voilà, quand ils te disent, ah, mais non, mais ça, c'est bon, c'est pas la peine, quand ils se permettent d'avoir des réflexions, juste de leur dire que c'est quand même un jeune qui s'est investi, qui a fait tant de séances ou tant d'années d'ergo ou de mois d'ergo, que c'est quand même pas remboursé, que ça a été un effort pour les parents, qu'ils font quand même pas ça juste pour le fun. Ça, moi, je m'en suis servie. Je le faisais pas du tout avant. Je m'en suis servie après auprès de l'enseignant pour leur remettre un peu voilà, le contexte. Je trouve ça intéressant aussi parce qu'ils n'ont pas cette approche-là. Voilà. J'avoue que moi je suis pas très à l'aise avec ça. Quand il y a des familles qui ont des gros impayés, des choses comme ça, c'est compliqué à gérer parce que t'es pas là pour les sous terre et en même temps voilà, t'as aussi des charges. Moi, je leur dis tout de suite que je préfère jouer carte sur table. Par exemple, j'ai des familles qui me disent « Ah, mais est-ce qu'on peut pas passer à une séance tous les 15 jours ?» Alors, je leur fais la même réponse que Marie. C'est clair qu'on va aller beaucoup moins vite. Après, il y en a qui te disent « Bah ouais, mais moi, vraiment, là, je peux pas faire plus. » Bon, ok, pas de souci. Je préfère qu'on se dise qu'on passe à une séance tous les 15 jours, qu'on essaye de faire ce qu'on peut. Par contre, je leur aussi pose que ça veut dire que le travail à la maison, il doit être plus soutenu. Il faut que ce soit mieux investi que d'autres pourraient le faire parce que là, on peut pas se permettre de passer 15 jours sans rien faire. Mais voilà, je préfère ça que de commencer un suivi qui finalement va s'arrêter au bout de 2 mois parce que vraiment, c'est trop lourd financièrement pour eux. C'est clair. Et c'est là qu'on voit à quel point c'est multifactoriel. C'est la prise en charge parce que à la fois tu as l'investissement de l'enfant, tu as l'investissement des parents, tu as le temps qu'ils peuvent aussi y accorder par rapport aux devoirs, par rapport à la charge, mais tu as aussi l'influence de l'argent du coup qui paye et tu as tout ça et en fait tu dois gérer tout ça et c'est pas évident dans la relation aussi. Justement le point fort c'est de garder la relation de confiance, toujours être honnête et de discuter, les rendre acteurs pour trouver des solutions tous ensemble quoi. C'est ça, et déculpabiliser. Voilà, moi je le dis assez souvent, même un bilan. Oui, c'est hyper cher un bilan. Et leur dire, moi je leur propose maintenant systématiquement, est-ce que vous voulez le faire en plusieurs fois En plus, dans ma façon de faire, j'encaisse au moment où je redonne le compte rendu, donc entre le laps de temps, ça laisse assez longtemps pour peut-être mettre de côté et proposer en fait en plusieurs fois. Quand j'ai des grosses factures, un mois qui dure 5 semaines. C'est une facture qui est énorme. Je dis, voilà, vous savez que le mois d'après, il y a les vacances scolaires. Si vous voulez, vous me le faites en 2 fois. C'est pas grave, en fait. Et tout de suite, les parents, voilà, enfin, c'est le qui est relâché. Voilà, c'est pas grave. En début de carrière, c'est un petit peu difficile. Le temps d'investir dans le matériel, dans tout. Mais voilà, quand on commence à avoir un petit peu d'argent de fonctionnement, ça permet aussi au bout du compte, on aura fait les séances et puis tout le monde aura réglé sa part, quoi. Donc, il y a des familles aussi où il n'y a pas que l'ergo. Puis il y a des familles aussi où on a toute la fratrie entière. Donc quand c'est les mois à 5 semaines et qu'on a les 3 en séance, ou les 4, ou les 2, et faut avoir ça en tête aussi, quoi. Ça peut être super raide pour les familles. Et je reviens juste au niveau des attentes des parents. En fait, est-ce que vous aviez des attentes particulières ? Est-ce qu'elles sont plus axées sur le domicile ? Vous avez quoi comme réponse en général au niveau de leurs attentes de prise en charge ? Je dirais quand même que la majorité vient pour les adaptations nécessaires à la scolarité. Ouais. Ça, c'est la première demande. Et en deuxième, je dirais quand même que c'est l'autonomie et l'indépendance au quotidien. Couper sa viande, se brosser les dents, s'habiller tout seul, faire ses lessives. Ça, c'est vraiment les 2 demandes principales. Et puis après, bien sûr, il faut creuser, il faut voir un petit peu où ça nous mène. Mais, Donc, ce qu'on disait au début, donc d'abord outil informatique et après, ça découle souvent, et après, ça découle sur le quotidien. Alors, outil informatique ou autre, c'est adaptation de la scolarité. Ok. Pas que outil informatique. C'est mon enfant galère à l'école, qu'est-ce qu'on peut faire pour l'aider ? Ok. Donc, premier temps, école, et après, tu décolles un peu sur le domicile. Ouais. Ou pas que, en fait. Ça peut dépendre de la première intention de certains parents. Ça va être de travailler sur la maison, le quotidien.
c'est vraiment juste en termes de pourcentage. Ouais, okay. J'ai plus de gens qui viennent d'abord pour accompagner à la scolarité que de personnes qui viennent que pour l'autonomie. Mais il n'y a pas, pas forcément de... Bien sûr. Et toi, Ellie, tu as eu quoi du coup sur tes retours d'attente des parents, niveau statistique ou des trucs étonnants? La même chose. Beaucoup adaptation de la scolarité. Aussi quotidien, activité de la vie quotidienne. Et j'aime bien moi, toujours segmenter avec le 3e volet loisirs pour faire les 3. Même si je l'évalue, à chaque fois, la demande première, je pense pas que c'est... Non, pas avec des enfants. C'est jamais arrivé que la demande première était l'accès aux loisirs. C'était vraiment sur les attentes, en fait. Je pense que le parent compare aussi soit les attentes scolaires, soit les attentes de la vie quotidienne. Donc, ouais, ça se recoupe. Sur ces 2 plans-là. Et toi, Alix? Pareil, je pense qu'en premier, c'est beaucoup les difficultés scolaires autour de l'écriture principalement et aux outils géométriques ou ce genre de choses, mais je dirais que principalement, ouais. Après, nous, ça vient aussi des formations que j'ai faites, mais que mes collègues aussi ont faites, parce qu'on fait souvent nos formations ensemble. Mais on a aussi des demandes troubles de l'oralité ou troubles, on s'est formé en intégration sensorielle aussi, donc ça nous arrive d'ailleurs de plus en plus maintenant d'avoir des demandes spécifiques autour de ça. Intéressant. Vous êtes formés, vous, Ellie et Marie, aux troubles de l'oralité? Ouais. Les 2 l'année dernière. D'accord. C'est intéressant parce que j'y connais rien du tout. Vraiment, c'est un domaine... Enfin, pour moi, on ne l'a pas abordé à l'Institut. Non. En tout cas, à Montpellier, nous, on l'a quand même très, très peu vu. Trouble de l'oralité, j'avoue que j'en avais quasiment jamais entendu parler avant de mettre les pieds dans cette formation. Et au final, on s'est quand même rendu compte avec mes collègues que dans tous les jeunes qui venaient nous voir pour des difficultés bien plus scolaires, ou troubles du neurodéveloppement de manière générale, il y en avait énormément qui avaient des panels alimentaires restreints. Et au final, moi, ça m'avait mis une claque parce que parce qu'un jeune qui mange à la cantine mais qui mange quasiment rien, en fait il peut pas tenir une journée. Enfin, c'est pas de l'inattention à proprement parler. Si en fait il a rien mangé de la journée, c'est pas l'inattention, c'est de la fatigue. Et c'est même tout à fait normal. Donc je trouve que en plus c'est pas très souvent repris par les médecins. Souvent c'est des familles qui vont entendre oui mais il finira bien par manger ou il se laissera pas mourir de faim. Oui, n'empêche que si il a fait toute sa journée avec un quignon de pain qu'il a mangé à 7h30 au tout début de sa journée, c'est quand même compliqué de maintenir son attention jusqu'à 16h30 pour les apprentissages plus les devoirs derrière. Et je trouve que c'est un truc qu'on oublie du coup, qui a souvent été... on pose un mouchoir dessus, on n'en parle pas. Souvent, les parents, ils savent même pas qu'on peut intervenir, pas que les ergots dessus, mais que ça peut être ça fait partie des difficultés sur lesquelles il peut y avoir des interventions possibles. Et c'est une question que tu abordes dans le bilan? Pardon. Oui, maintenant, de toute manière, les bilans, quel que soit le type de bilan qu'on fait passer, on envoie les mêmes questionnaires. Après, selon ce qu'ils veulent, on ne va pas forcément développer dans le compte-rendu du bilan. S'ils veulent vraiment un truc hyper fonctionnel sur l'écriture, on ne va pas forcément le détailler, mais on va le faire généralement dans le reste des bilans. Mais oui, on leur fait parvenir un questionnaire, on reprend un peu le développement de l'enfant et on reprend les activités de la vie quotidienne. On a repris un peu le principe du MCRO, de savoir la motivation, la participation, le rendement, la satisfaction. Et puis, c'est comme ça que des fois, on voit des choses. Alors, des fois, tu poses la question à l'entretien, puis en fait, eux, c'est pas du tout un truc qui les intéresse de poser dessus. Donc, voilà, il n'y a pas de souci, on passe à autre chose. Mais des fois, c'est des questions qui sont soulevées par le questionnaire et que du coup, on va plus ou moins investiguer, soit dans un deuxième temps, soit à la suite. Okay. Et toi, Ellie, tu allais dire quelque chose? J'allais plus dire au début qu'effectivement, que ce soit les formations sur l'oralité ou sur le processus sensoriel, je trouve que c'est des super outils pour analyser la vie quotidienne. Parce qu'en fait,
ça nous nourrit constamment sur tout ce qu'on fait au quotidien. Et ça peut être vraiment aussi des sources d'explication, comme tu disais, à l'enseignant, aux parents. Voilà, j'ai mon enfant qui bouge, oui, c'est le symptôme. Mais si c'est son moyen de se réguler pour réussir à parvenir à une activité, ok. Et du coup, on a ce gros travail-là à faire d'expliquer en fait ce qui se passe chez l'enfant, même si la demande première va pas être l'intégration sensorielle en tant que telle, vraiment en tant qu'outil d'analyse, je trouve ça vraiment super. Et pour compléter, par rapport à l'alimentation, je pense que dans notre gestion, tu as un peu des routines au quotidien, tout ce qui va être alimentation, temps de sommeil. Je trouve que c'est un discours assez intéressant à donner aux parents et à être attentif, nous, au bilan. Parce qu'effectivement, un enfant pour lequel le parent va nous dire oui, en fait, les contraintes familiales font qu'on est obligé de le coucher à 22h et de le lever à 6h du matin. Et où que l'enfant nous dit je dors pas, je dors mal la nuit. Mais ouais, en fait, si je dors pas, puis qu'en plus je ne mange pas, mais en fait, oui, les capacités attentionnelles, ça fonctionne pas, en fait. Donc, ces conseils un petit peu généraux, je trouve, de la vie quotidienne, on a un rôle aussi à jouer là-dessus. Marie, tu as remarqué aussi au niveau du quotidien, des difficultés sur l'alimentation, sur le sommeil, vu que tu n'as pas la formation au niveau trouble de réalité, mais juste au niveau de la remarque Ouais, alors je suis pas formée, mais mes collègues au cabinet le sont pour 3 sur 5 pour l'instant. Et du coup, dans nos questionnaires d'anamnèse, on reprend tous ces éléments-là, sans être formé, effectivement, juste de questionner le sensoriel, de questionner l'alimentation. On peut quand même déduire avec notre œil d'ergot ce qui peut pêcher, comme tu disais, Ellie, le sommeil, ou Alix, si l'enfant ne mange pas. Là, sans la formation, parce qu'en fait, la formation en IS, c'est une technique, c'est un outil de rééducation. Mais sans avoir cette formation, on peut quand même songer à des moyens de compensation. Donc oui, ça questionne. Et quand il y a vraiment un gros questionnement sur la sensorialité ou des choses comme ça, là, je réoriente vers mes collègues formés pour le coup. Si je vois qu'il y a un gros questionnement sur ce point-là, pour approfondir, faire un bilan, et puis voilà. Et je te rejoins, c'est-à-dire que on va un petit peu plus loin, mais notre compétence d'ergo de base d'analyse de l'activité nous permet totalement d'analyser ces situations-là. C'est ça. Au moins de se poser la question, et puis ensuite, voilà, pour réorienter vers les personnes compétentes si besoin. Mais des fois, juste de se dire, là, il y a peut-être quelque chose qui ne va pas, s'il mange que des pâtes et des nuggets depuis ses 3 ans, peut-être que faut faire quelque chose. Merci pour votre écoute de ce podcast sur les attentes des parents en libéral. N'hésitez pas à nous rejoindre sur le groupe Facebook et donner votre avis, vos réactions, pour qu'on puisse discuter tous ensemble de ce sujet. À très bientôt pour un nouveau podcast.